Trigger warning, description de viol et d'agression sexuelle. Suite du chapitre 4, le système inceste. La question de l'ambivalence. Je préférerais qu'on ne profite pas de l'ambivalence et de la complexité des relations humaines pour minimiser les dégâts occasionnés sur les incestés par l'inceste. Mais c'est la vie, et c'est l'inceste. Et hormis les incestés, les gens se gargarisent avec des anecdotes ou des souvenirs de jeux sexuels dans l'enfance. Vous vous en doutez, puisque l'incesteur n'est pas un salaud, l'inceste se nourrit d'ambivalence, du désir des uns et des autres, des enfants qui cherchent des caresses, des adultes ou des grands-enfants qui cherchent du sexe, et de l'amour que chacun porte aux autres dans la famille. C'est à un lexique de l'amour et des sentiments que sont souvent puisés les mots pour décrire les relations entre membres de la famille, même si, de l'extérieur, le vocabulaire n'est pas forcément le plus approprié. Comme ce père incesteur qui m'expliquait que l'une de ses filles cadettes, tellement instable entre guillemets, donc ouvrez les guillemets, avait eu des relations sexuelles avec son demi-frère aîné. Elle en était très très amoureuse, fermez les guillemets. La fillette avait 8 ans et son frère 14 ans, et être très amoureuse me paraît une expression totalement inappropriée pour décrire ce qui unissait les deux jeunes gens. Mais du coup, en vertu de ce lexique, le sexe dans la fratrie ne semble pas bien grave aux incesteurs et à un tas d'autres personnes, et la prison peut paraître un horizon totalement décalé par rapport au caractère supposé bénin de certains incestes extérieurement sympathiques, et qui correspondent à la représentation qu'on peut avoir de l'initiation à la sexualité entre pairs. Dorothée Ducy. Mais vos neveux, vous les aimiez, ils vous aimaient, ils revenaient, et leurs parents revenaient, je comprends. Mais les amis de votre fille, comment vous vous y preniez pour qu'ils reviennent, ou pour éloigner votre fille ? PHR. Je ne l'éloignais pas vraiment. Par exemple, les dernières victimes, c'était à la piscine, c'était sous l'eau, pratiquement devant tout le monde, mais ça s'est pas vu. Dorothée Ducy. C'est fou quand même. PHR. Ouais, et puis il y a eu les choses qui se sont passées dans les cabines où on se changeait, donc ça ne pouvait pas être vu. Je me comportais comme un adolescent, mais je prenais d'énormes risques maintenant, je m'en rends compte. Il y avait souvent plusieurs de ses amis, c'était une petite bande, ou alors d'autres copains qui les rejoignaient. C'était des empoignades pour chahuter, et ça allait plus loin, mais c'était rapide. Dorothée Ducy. Mais il revenait ? Il y avait une deuxième fois ? PHR. Non, souvent j'osais pas une deuxième fois, c'était souvent une seule fois, mais il revenait quand même. Il y en avait un qui m'a repoussé, j'ai compris qu'il ne voulait pas et qu'il me repoussait, donc j'ai laissé tomber, comme un ado. Dorothée Ducy. Donc les autres qui ne vous repoussent pas, vous vous dites, ils sont d'accord. PHR. Donc je faisais mon éducation sexuelle comme si j'étais ado avec des ados, comme si ma vie s'était arrêtée sur le bord de la route. Mais après, je vous dis, je me suis mis à aller avec des plus jeunes. Donc là, je me dis, il y a un problème, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis, et je répète, que je remercie ma dernière victime de m'avoir dénoncé, parce que je devenais fou, comme si je faisais un retour à zéro, retourner vers la naissance. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Dorothée Ducy. Tous les gamins ont été cités au procès. PHR. Oui, mais ceux qui sont revenus plusieurs fois sont ceux qui n'ont pas porté plainte. Donc c'est compliqué parce que je suis donc obligée de constater qu'ils étaient consentants. Même si le jour du procès j'ai admis le contraire, et même si je sais que la loi, compte tenu de leur âge, évince la question du consentement. Mes deux neveux aînés ont assisté au procès, et je devais donc leur donner une explication. Donc c'est aussi pour ça que j'ai publiquement dit mon homosexualité. Et l'aîné a témoigné à la barre et a expliqué qu'il m'appréciait beaucoup, donc ça lui avait fait du mal. Et mon avocat, ensuite, a repris cet argument en mettant en avant que j'étais très appréciée et donc j'avais dû abuser de leur confiance. Mais le fait qu'on l'entende plusieurs fois, j'étais très appréciée, mon avocat s'en est servi, il a dit quoi ? Il était très apprécié, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de bien, et il nous a expliqué pourquoi j'avais pété les plombs. Mais il a pété les plombs et pendant plus de 30 ans de sa vie, ça a été quelqu'un d'irréprochable. Donc je pense que tout ça a fait qu'au lieu de me prendre 10 ou 15 ans, je n'ai pas eu de peine lourde. Dorothée Ducy. Mais l'infraction, c'était abus sexuel, pas viol. PHR. Si, c'était viol, parce que j'avais fait une fellation à mon neveu et il me l'avait rendu.
Mais je ne sais pas ce que lui, il a dit au juge d'instruction. À la première audition, il n'en a pas parlé. C'est moi qui l'ai dit. Et donc ça a été requalifié. Mais il n'en a pas parlé, je crois. J'ai été jugé comme délinquant et pas comme criminel. J'étais en correctionnel. On peut requalifier quand le viol n'est pas très aggravé. C'est le juge d'instruction qui l'a fait de lui-même. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que mon comportement, aveu et culpabilité, remords, a joué pour beaucoup. Fin du dialogue. Le monde de l'incesteur est varié et pour certains, preuve qu'il n'y a pas viol, les relations sexuelles n'ont pas lieu quand les enfants les refusent. Si, a fortiori, ils reviennent pour d'autres épisodes sexuels non violents, qu'en dehors de ces moments, ils ont l'air d'aller plutôt bien, et qu'ils ne se plaignent de l'inceste ni à l'incesteur ni aux autres parents. Si, en outre, ils refusent de se constituer partie civile au procès de leur oncle incesteur. Que demande le peuple et pourquoi faut-il condamner l'oncle amant ? La question est importante et je suis obligée d'y faire face et de parer, ce faisant, aux inévitables « mais moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu un inceste très heureux ». En général, on pense à un inceste frère-sœur. Eh bien moi, je ne connais personne qui ait été incesté et qui aille bien. Sorti de la période des abus sexuels où chacun gère l'affaire de la façon la plus acceptable pour soi, le cas échéant, en considérant qu'il s'agit d'une histoire d'amour, les femmes qui vivent de la violence conjugale situent aussi cette violence dans le cadre d'une relation amoureuse. J'ai connu une femme qui affirmait n'avoir souffert d'aucune conséquence particulière de l'inceste paternel. Elle disait qu'elle allait très bien depuis qu'elle avait quitté le domicile familial quelque 30 ans plus tôt. Elle allait très bien, mais elle se mutilait gravement, s'entaillait les cuisses et le ventre, avait connu peu de relations amoureuses, changeait fréquemment d'emploi, ne dormait pas de la nuit, s'habillait en noir depuis l'âge de 18 ans et essayait de subtiliser des caresses des bénévoles d'Arévi, l'association où j'ai enquêté, qui n'arrivaient pas à l'en empêcher et qu'elle gelait d'effroi. Depuis que j'ai réalisé le décalage entre ce qu'elle disait et ce que je percevais, j'ai appris à chercher des éléments objectivables de ce que recouvre une formule comme « aller bien » ou « aller mal » ou « être très amoureuse ». Je ne sais pas comment vont les neveux de PHR, puisque je n'ai que le commentaire qu'il en donne. Et je ne sais pas comment ils iront dans 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que, même lorsqu'ils sont produits avec douceur, ou rapidité, ou rigolade, les gestes sexuels abusifs dépersonnalisent l'enfant. Que ce soit sympathique ou atroce, être utilisé comme objet sexuel d'un parent plus âgé, même pour un frère de 2 ans plus âgé, devoir se taire sur les épisodes sexuels, mentir autour de soi sur ce qu'on a fait de sa journée, comporte le même contenu pédagogique et construit l'enfant sur le même motif du secret et de l'érotisation de la domination. Les relations qu'on tisse dans sa vie en sont forcément marquées. Quand Tanguy, un jeune détenu cultivé, sympathique, promis à un avenir paisible dès qu'il aura purgé ses 6 ans de peine, 4 ans avec les remises, raconte les jeux bénins du docteur qu'il a longtemps pratiqués avec ses sœurs. Je l'écoute sincèrement, parce que je ne demande qu'à être convaincu de la possibilité d'un inceste heureux. Dorothée Ducy. Quels cousins ce sont ? Tanguy. Les enfants du frère de mon père. Dorothée Ducy. Vous aviez 13 ans quand ça a commencé. Elle avait 5 ans, votre cousine. Tanguy. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je suis arrivée au procès, je n'avais que cette thèse comme idée. Et c'est vrai que, avec tout le travail effectué, après en avoir discuté avec mes sœurs, etc., parce qu'il s'est passé des choses avec mes sœurs quand j'étais plus petit. Donc après, sur une chronologie, on arrive à des faits qui remontent, avec mes sœurs, les faits remontent à 85. Dorothée Ducy, vous êtes l'aînée ? Tanguy. Oui, elles ont 2 et 4 ans de moins que moi. Il y a eu des attouchements. Ça a commencé en 84-85, avec ma sœur juste derrière moi. J'avais 7 ans, elle en avait 5. Dans un premier temps, c'était avec ma première sœur. Dorothée Ducy, ça a duré ? Tanguy. Disons que c'était épisodique. Ça a duré jusqu'en 87-88. Sur les dernières années, il y a eu aussi ma petite sœur, en 87-88. Donc voilà, donc après, il y a eu une période où il ne s'est rien passé. Dorothée Ducy. Quand vous dites attouchement, Tanguy, je dirais c'était des jeux, le jeu du docteur, mais quand j'ai dit ça au procès, je me suis fait détruire par le procureur.
Mais c'était pas des jeux forcés, mes sœurs sont d'accord avec moi. Dorothée Ducy. Elles ne se sont pas senties offensées ni violentées. Tanguy. Non, enfin, même une de mes sœurs, on en a parlé, celle qui a 2 ans de moins que moi. Il n'y a pas de problème, c'était des jeux réciproques. Dorothée Ducy. Mais pourquoi c'est ressorti au procès si personne ne s'était senti forcé? Tanguy. Parce que si vous voulez, quand j'ai témoigné au procès, je n'en avais pas parlé avant avec mes sœurs, et j'ai voulu tout dire, ne rien garder. Quand vous êtes accusé de tout, vous déballez tout, vous vous dites que vous êtes responsable de tout, et vous racontez. Voilà, il s'est passé ça avec telle personne, ça avec telle autre. Après, vous ne voulez plus en entendre parler. Donc j'ai vidé mon sac, j'ai reconnu les faits d'attouchement avec mes sœurs, alors que je ne sais pas si on peut parler d'attouchement. Je me suis reconnue coupable de tout ça, et après, j'ai eu besoin de dire à mes sœurs que je m'étais reconnue coupable de ça. Et avec mes sœurs, ma sœur qui est juste derrière moi m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de reconnaître quoi que ce soit, que c'était comme ça. Et par contre, ma sœur, 4 ans plus jeune, a eu plus de difficultés, je crois, pour oublier. Elle avait oublié. Et maintenant que c'est ressorti, ça a créé un froid. Et pour l'instant, elle préfère continuer sans prendre de nouvelles. Cela a peut-être réveillé des choses pour elle. Mais mon autre sœur vient me voir, me téléphone tous les dimanches. Ma petite sœur m'a écrit pour me dire que les choses ne sont pas aussi claires dans sa tête vis-à-vis de moi. Maintenant qu'elle a des enfants, elle préfère ne pas me voir. Fin du dialogue. Le discours de Tanguy est sans ambiguïté, et ses sœurs, en tout cas l'aînée des deux, considèrent comme lui que leur jeu était mutuel et consenti. Néanmoins, je ne peux pas faire abstraction de quelques éléments qu'il livre dans le même temps et qui entament, il me semble, le caractère strictement ludique du jeu du docteur proposé par Tanguy. D'abord, sa petite cousine a fait une tentative de suicide juste après avoir révélé les faits. Donc je me dis qu'elle n'a pas dû beaucoup aimer les jeux et qu'il ne s'en était pas rendu compte, ce qui indique qu'il est mal avisé d'affirmer le consentement d'autrui. Deuxièmement, la sœur cadette de Tanguy n'a plus voulu le voir quand elle s'est remémoré les jeux, qui, rétrospectivement, ne la font donc pas non plus rigoler tant que ça. Jeux qu'elle avait eu, dit-il, du mal à oublier. La question de l'oubli ne se poserait pas pour un jeu anodin et n'entrerait pas en ligne de compte pour déterminer si la sœur, devenue jeune mère, continue ou non de fréquenter son frère. Et troisièmement, comme on le verra en détail plus tard, le père de Tanguy et tous les frères, sœurs et cousins de la génération des parents de Tanguy ont été eux-mêmes incestés ou incesteurs. Le père de Tanguy, incesté à l'âge de 10 ans, a bercé l'enfance de Tanguy de ces « il faut remettre la peine de mort pour les pédophiles ». Tout porte à croire que dans cette famille, la pratique répétée des jeux du docteur cultive à chaque génération quelque chose, mais je ne sais pas quoi, qui permet de répéter l'inceste, qui matraque sérieusement et de notoriété familiale certains enfants de la famille, et qui donne envie aux autres de tuer les pédophiles. Enfin, le récit de la première séance de jeu avec le petit cousin, séance identifiée comme la première du jeu du docteur avec les cousins, est significatif de la nécessité qu'il y a à faire préciser ce qu'on entend par jeu. Tanguy, à qui je demandais comment il avait commencé à incester ses cousins, m'explique qu'ils étaient tombés par hasard, chez son oncle, sur une cassette pornographique d'un match de catch mettant des infirmières aux prises avec des catcheurs, et qu'il avait tout simplement proposé à son cousin de reproduire avec lui les scènes de ce jeu. Le cousin jouait le rôle de l'infirmière et Tanguy celui du catcheur. Même sans avoir vu ce film, je devine un spectacle axé sur l'érotisation d'une forme extrême de domination. Catcheur, infirmière. Cette précision de Tanguy sur la définition des jeux du docteur oblige à prendre acte de la confusion invisible entre les représentations théoriques, celles que les gens qui conçoivent la possibilité de jeux sexuels entre frères et sœurs plus jeunes, et empiriques, ce qui se passe en vrai. Des fameux jeux du docteur dans la fratrie. Moralité, tant que je n'ai pas enquêté auprès de la sœur de Tanguy, je ne peux pas prendre pour argent comptant ce consentement mutuel, surtout si c'est lui qui le dit. Et vous non plus, vous ne le pouvez pas. Les pages qui précèdent, comme celles qui suivent, montrent de façon probante combien la question du consentement est caduque et inappropriée pour saisir ce qui se fait, qu'une petite fille de 5 ans ne refuse pas que son frère de 2 ans plus âgé lui extorque, avec le sourire, des gestes sexuels. Si le registre du consentement mobilisé par la sœur convient ou apaise nos représentations idéalisées du monde, la soumission hiérarchique consubstantielle des cadets aux aînés dans la fratrie s'avère plus juste
pour spécifier la nature de la relation et des jeux sexuels entre Tanguy et sa sœur. Si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, si vos amis proches ont des enfants, vous ne pouvez pas ignorer à quel point les enfants grandissent vite et changent d'année en année. Ils apprennent sans relâche les ficelles des rapports sociaux, les manières d'être en société, les convenances dans les différents milieux qu'ils fréquentent, école, famille, club de sport, rue. Vous ne pouvez pas ignorer qu'un grand frère est beaucoup plus expérimenté que ses cadets, naturellement plus expérimenté et plus mature, grâce aux quelques années supplémentaires qui le séparent des plus jeunes. Tanguy, le grand frère et le grand cousin, a plus de bouteilles que ses sœurs et ses cousins quand il inaugure les jeux sexuels, même si lui-même est au départ un petit enfant. Les places de Tanguy et des autres ne sont pas équivalentes et l'aîné mène la barque. Dans un registre moins habituel, s'agissant de qualifier les relations familiales, on pourrait dire qu'il manipule ses cadets. La vérité sort de la bouche des enfants et Patrick, le demi-frère incesteur qui aimait humilier son frère parce qu'il en était jaloux, même s'il n'avait plus grand-chose de l'enfance quand je l'ai rencontré, a beaucoup contribué à éclairer ma perception du fonctionnement familial du point de vue de l'incesteur. Patrick est un cas extraordinaire. Son récit a agi dans ma tête un peu à la façon dont Florence Weber décrit les cas extraordinaires qui permettent de faire ressortir les articulations significatives d'un dispositif que la description d'un cas ordinaire ne permet pas de relever. Ayant lui-même identifié la détresse de son petit frère à la sienne, se reconnaissant dans les automutilations de celui-ci et son début d'addiction à l'alcool et aux psychotropes, c'est lui qui est allé signaler aux gendarmes les abus sexuels qu'il avait imposés à son jeune frère. Et comme il avait pris des photos, entre guillemets, c'est encore plus humiliant, de ce dernier dans des postures sexuelles, il a convaincu les gendarmes de l'authenticité de son auto-accusation. Je suis sortie de l'entretien, totalement désenchantée par le constat que Patrick avait acquis toutes les compétences de manipulateur endurci au sein de sa famille. Grâce à un père ultra-violent et alcoolique, tabasseur de ses épouses et de son fils, humiliant, désobligeant le plus souvent possible, Patrick avait appris comment se faire aimer et comment se rendre indispensable auprès de son frère cadet, qu'il tuait à petit feu dans le même temps. Le petit frère n'est pas mort, il est juste devenu mutique et souffre de crises de nerfs chroniques. Patrick dit qu'il a recommencé à pouvoir parler grâce à la thérapie. Manifester son opposition aux abus sexuels. L'incesteur prétend que l'incesté a le loisir de s'opposer aux relations sexuelles incestueuses. Il évalue la justesse de la réaction de l'incesté au prisme de son caractère, qu'il connaît bien puisque l'incesté est son enfant, sa nièce, sa petite-fille. Si l'incesté revient, s'il ou elle est sexuellement excité, comme on l'a vu, l'incesteur en déduit forcément son consentement. Si l'incesté est combatif de caractère, l'incesteur verra dans l'absence d'opposition au geste sexuel qu'il lui propose un consentement. L'incesteur n'envisage pas que l'incesté soit sous son emprise, c'est-à-dire privé de son libre arbitre, ou qu'il fasse peur au point que l'incesté n'exprime aucune réaction d'opposition. Comment voulez-vous qu'il pense puisqu'il est le père ou le beau-père ou le frère de l'incesté ? L'incesteur pense que l'incesté est libre de ses actes, y compris de se défendre physiquement contre des abus sexuels, même lorsqu'il le plie à son désir depuis 5 ou 10 ans. La durée moyenne des rapports sexuels incestueux est de 5 ans. Dorothée Ducy. C'est à cause de leurs copains que vos filles ne viennent pas vous voir ? YT. Par rapport à leurs copains, non. Je suis sûre qu'il y en aurait au moins une, si elle pouvait, elle viendrait. Angélique, je sais pas trop, elle est déjà plus dure. Elle n'a pas du tout le même caractère. Justement, je sais très bien que si j'avais fait ça avec elle jusqu'à 16 ans, je me serais pris une claque avec elle, c'est sûr. Dorothée Ducy. C'est l'aînée ou la cadette ? YT. La cadette. Elles n'ont pas le même caractère. Il y en a une qui est beaucoup plus tendre, l'autre est plus dure. Déjà, rien qu'à voir, elles sont différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus féminine, l'autre fait plus garçon manqué. D'ailleurs, elle est chauffeur-livreur, l'autre est caissière. C'est là qu'on voit bien. Fin de l'extrait. Dans la majorité des situations, la pratique de la sexualité avec les enfants de la famille ne relève pas d'un projet autre que se procurer du plaisir sexuel à peu de frais.
Comme les incesteurs ne sont pas des bourreaux, oui, certains le sont, mais il y a des dingues partout. On ne doit pas généraliser à partir de quelques personnes qui jouissent de faire du mal ou, tout simplement, rejouent compulsivement des souvenirs de folie meurtrière, comme mon grand-père escapé des camps, torturé, probablement violé. Comme les incesteurs donc ne sont pas des bourreaux, les incesteurs sont sensibles aux réactions de l'incesté et s'appuient sur ces réactions pour déterminer s'ils peuvent continuer à s'autoriser l'inceste. En tout cas, c'est ce qu'ils racontent. Et on ne peut tout de même pas reprocher à quelqu'un de manquer de finesse. Quand l'incesté est un bébé de la famille, je ne sais pas ce que se dit l'incesteur. Je ne vois pas comment il justifie l'autorisation qu'il se donne de pratiquer la sexualité avec un bébé. Je n'ai pas rencontré, du moins pour l'enquête, d'incesteur de bébé. Le jeune Noam, typiquement, s'appuie sur le constat que sa nièce tentait de séduire chacun de ses oncles sous le regard de la famille pour en déduire que la jeune fille était en quête de partenaires sexuels. De son point de vue, il a répondu favorablement aux avances de sa nièce, qui n'a donc, logiquement, pas manifesté d'opposition. Il n'est venu à l'idée de personne dans la famille de Noam que le fait d'entreprendre sexuellement tous les hommes de la famille était un indice que la jeune fille avait probablement déjà été violée par un proche. Pas plus qu'il n'est venu à l'idée de Noam de considérer que, si le père de la jeune fille ne croit pas à ces accusations contre Noam, c'est qu'étant lui-même incesteur de sa fille, il a besoin de la faire taire, ou qu'elle ne soit pas crédible sur le terrain des accusations d'inceste. Noam dit, ouvrez les guillemets, « En gros, il veut bien voir son fils, mais il ne veut pas voir sa fille, depuis qu'elle est toute petite. En gros, je ne sais pas trop pourquoi, mais il a demandé mon accord pour être là au procès, et moi, je voulais qu'il soit là. Et en gros, même après tout ça, il ne croit pas sa fille. Même si j'ai avoué, il ne la croit pas. » Fermez les guillemets. L'arrêt des abus sexuels. Dorothée Ducy. Donc, premier neveu, mais et les deux autres après? Quand même, c'est ses frères. PHR. C'est un peu ce que je vous expliquais. Les 6 derniers mois de mes activités, je voyais qu'il fallait que je le laisse, que j'arrête de l'ennuyer comme je le faisais. Mais pour moi, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Je savais que je ne pouvais pas tenir. Fin de l'extrait. L'incesteur n'est pas idiot. Il est sensible aux variations des réactions de l'incesté parce qu'il sait qu'il ne l'emporterait pas au paradis si l'incesté se révoltait publiquement contre les rapports sexuels. Même quand c'est une grosse brute, il est suffisamment subtil pour lâcher l'affaire quand le vent tourne, et les abus sexuels s'arrêtent aussi simplement qu'ils ont commencé. On notera que l'hypothèse de la pulsion pédophile ou de la pulsion de libido mâle, soi-disant irrépressible, est invalidée par toutes les situations empiriques qui montrent, quel que soit le contexte, que l'incesteur peut tout à fait se retenir d'incester s'il se sent en danger. Ou alors, pour en revenir à ce qui met fin aux abus sexuels, si l'incesteur est un frère, il s'arrête d'incester parce qu'il rencontre d'autres partenaires sexuels à l'extérieur de la maison et qu'il laisse tomber ses cousins, frères ou sœurs incestés. Comme Tanguy. Dorothée Ducy, comment ça s'est arrêté? Tanguy, parce que j'ai eu ma première relation avec quelqu'un. Entre guillemets, j'étais passée à autre chose. Fin de l'extrait. L'arrêt des abus sexuels est une phase de l'histoire de la famille, mais ne marque pas la fin de l'inceste. Parce que l'arrêt des abus sexuels ne s'accompagne pas de la levée du silence, ni d'une transformation des relations familiales, ne garantit pas qu'il n'y ait pas d'autres incestes commis par le même incesteur ou par d'autres dans la même famille. Et puis parce que l'arrêt des abus sexuels ne soulage pas l'incesté de la peur qu'il se reproduise. André me disait qu'il avait repéré que sa belle-fille, à 17 ans, était très inquiète de sa présence un jour de départ à l'école en voiture et qu'il avait profité du trajet pour lui dire « Je ne chercherai plus jamais à te toucher, je sens que tu es vraiment ma fille et ce n'est pas vraiment que de l'affection. » Compte tenu du fait qu'il avait déjà violé sa fille aînée, cette déclaration n'était pas particulièrement rassurante. Mais ce que je voudrais souligner dans cette phrase, c'est l'assurance avec laquelle l'incesteur pense pouvoir défaire ce qu'il a fait. L'incesteur est un peu un démiurge et croit possible de faire le beau temps après la pluie. Mais cela ne se passe pas comme ça, et un geste insignifiant pour l'incesteur peut plonger l'incesté dans l'effroi du moment qui précède les viols. Des années après la fin des viols, André a été accusé par une des jeunes femmes témoins à son procès de lui avoir touché les seins.
ouvrez les guillemets. Il y a donc cette fois-là et une autre fois où j'avais touché sa poitrine en disant que ça ressemblait à une orange, ça. Je ne m'en souviens pas, fermez les guillemets. L'incesté et l'incesteur ne datent pas toujours du même moment, l'arrêt des abus sexuels. Ils sont en réalité assez rarement d'accord. Ouvrez les guillemets. Une autre fois où on était au Togo, où j'aurais été la voir, elle aurait été aux toilettes, on avait une grande salle de bain où il y avait les toilettes, et je me serais approchée d'elle en érection pour me faire une fellation. Alors ça, je ne me vois pas du tout en train de faire ça. J'ai beau réfléchir, je revois les lieux, je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça dans cette pièce-là, sans que personne me voie autour. Elle le dit, donc je suppose que ça doit être vrai. Pourtant, je vous assure, j'essaie vraiment de faire le point, de me souvenir, mais je ne peux pas retrouver, je n'y arrive pas. Pourtant, j'y pense tous les jours. J'essaie que les propos des gens correspondent à mes souvenirs. Mais je ne me souviens pas, comme Sophie qui dit que j'ai commencé à la caresser beaucoup plus jeune, mais je ne me vois pas. Fermez les guillemets. André et ses victimes ne partagent ni la même chronologie des viols, ni les mêmes temporalités. Les victimes font beaucoup d'efforts pour se souvenir, et que le passé puisse enfin passer et ne pas rester bloqué. L'incesteur préférerait laisser le passé où il est. Si André ne se souvient pas, c'est peut-être aussi tout bonnement le signe que le poète-poète et les seins qui ressemblent à des oranges ne représentaient pas grand-chose pour lui. La fellation dans la salle de bain, rien du tout non plus, peau de balle. C'est peut-être vrai. On est marqué par quelque chose de marquant pour nous, et pas par quelque chose d'insignifiant. La jeune fille se souvient qu'André lui a touché les seins et lui a imposé une fellation, parce qu'elle a vécu les 2 épisodes comme une agression, qu'ensuite elle a eu peur qu'il y ait d'autres épisodes, et qu'elle est donc restée sur ses gardes, ce qui a marqué son souvenir. La jeune fille et toutes les victimes d'inceste perçoivent très légitimement la connotation sexuelle, donc déplacée, d'une série de gestes anodins pour l'incesteur et anodins pour la plupart des gens quand ils sont sortis de leur contexte et qu'on n'a pas, en référence, la mémoire du sexe de son oncle dans la bouche quand on était aux toilettes. La mémoire capitalise plus ou moins les souvenirs. La capitalisation du souvenir du sexe d'un oncle dans la bouche produit une angoisse d'anticipation présente en permanence, car on ne peut jamais être sûr qu'il n'y aura jamais une nouvelle occasion où on se retrouvera avec le sexe de son oncle dans la bouche. L'argent. YH. Je ne pense pas que je lui ai dit de se taire, je pense que je lui faisais beaucoup plus de cadeaux qu'à son frère. De toute façon, c'était plus ou moins licite entre les 2 personnes, mais faut pas le dire quand même. Fin de l'extrait. Le silence s'achète, ou alors c'est parce qu'elle reçoit un cadeau que la victime d'YH s'est tue. Comment comprendre les paroles de ce père ? Le cadeau, l'argent de poche, les biens matériels, serait une rétribution du rapport sexuel qui transformerait l'inceste en un petit commerce informel ? Dorothée Ducy. Pourquoi elles ont dit que vous les aviez violées jusqu'à 16 ans ? YT. Je ne sais pas, moi dans ma tête, je me suis dit, elles veulent avoir plus d'argent, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Fin de l'extrait. La stratégie qui consiste à retourner la situation, à faire porter à l'enfant la responsabilité du rapport sexuel imposé et à transformer le tout en un petit commerce paisible et quasiment systématique. Les incesteurs font des incestés des putes. On peut toujours essayer de le dire autrement, c'est quand même là qu'on se retrouve. Une fois rétribuée, la fillette n'est plus une petite fille forcée, mais une pute à qui on a acheté un service. D'ailleurs, au sens figuré ou littéralement, la thématique de la pute revient dans les entretiens de façon récurrente. Dorothée Ducy. Et le neveu ? André. Le neveu, ça c'est bizarre, parce que, alors vraiment, je ne m'intéressais pas aux garçons. Ça n'a jamais été mon... Jamais. Alors bon, le neveu, le hasard a fait que... Il faut dire que c'est un garçon très efféminé. Il vit avec un garçon, il a une vie d'homosexuel. Bon, à l'époque, ça se faisait pas trop. Maintenant, ça se vit à ciel ouvert, tout le monde le sait. Et à l'époque déjà, justement, moi je l'ai su quand on a commencé un petit peu à se renseigner, il faisait partie à Quimper d'un réseau de pédophiles. Ça, je le savais pas. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un beau jour, après qu'on a eu les premiers rapports, dont je vais vous parler tout de suite, il a eu l'occasion de me dire « Laisse-moi, d'ailleurs, je suis trop chère pour toi » ou « Je ne suis pas dans tes moyens ». Je ne me rappelle pas la phrase exacte, je ne sais plus les termes.
Dorothée Ducy, quel âge avait-il? André. Il avait 15 ans à ce moment-là, entre 14 et 15 ou 16. Je sais qu'il a fait 15 ans au Portugal, donc c'était avant le Portugal, donc c'était avant ses 15 ans. Et alors bon, il était très efféminé, effectivement, et très beau. C'était un très beau gars, il est toujours très beau d'ailleurs. Bon, il a du mal, il a toujours besoin d'argent, et il n'arrive pas à avoir des relations d'ailleurs. Même avec des garçons, ça ne dure pas longtemps. Et pourtant, il est adulte maintenant, il a 34, 35 ans. Donc ça s'est présenté une fois, le hasard a fait qu'il s'est présenté nu dans la salle de bain quand j'y suis entrée. Il était en érection, on était en vacances chez mes beaux-parents, et je l'ai pris et je lui ai fait une fellation. Et après, il est même revenu dans ma chambre pour que je continue. On s'est retrouvés une fois, ça a duré le lendemain, et puis c'était terminé. J'ai voulu recommencer 2 ou 3 mois après, avant le Portugal. Il n'a pas voulu, je n'ai pas insisté. Soi-disant que je me suis mis en colère, et c'est là qu'il m'a fait toute cette histoire-là, mais je ne me souviens pas. Fin de l'extrait. Je suis restée longtemps fascinée par le fait que l'implication éventuelle du neveu dans un réseau de pédophiles fasse de lui non pas un pauvre garçon à qui il faudrait venir en aide pour le sortir de là, mais une pute consommable. L'hypersexualité, même si elle est imposée, pèse sur la moralité des victimes et les entache. Rien de nouveau ou de spécifique dans cette attitude qui est au contraire largement répandue et qui concourt, comme tous les autres éléments, à la reconduction de l'inceste et des crimes sexuels. Dans les pays administrés par la loi coranique, la victime d'un viol devient impure et la vierge, dont l'hymen est rompu par un viol, n'est plus bonne à marier. Dans l'association d'aide aux victimes d'inceste où j'ai travaillé, cette question de la virginité rendait malade plus d'une jeune fille musulmane. Dans un tout autre temps, au début du XXe siècle, et un tout autre lieu, où j'ai fait ma thèse en Nouvelle-Calédonie, les archives des pères maristes rendaient compte de situations pareillement désemparantes. Les pères missionnaires s'inquiétaient que les fillettes de l'orphelinat, violées par des bagnards ou des colons à un âge tendre, je cite, salissent par leur présence les autres petites filles de l'établissement. Le soupçon d'immoralité pèse à jamais sur les victimes de viol, même lorsqu'elles sont petites filles. Pratishka Bakshi décrit exactement la même situation dans l'Inde d'aujourd'hui et montre comment, de ce fait, aucune victime de viol ne peut obtenir gain de cause quand elle dépose une plainte au tribunal. Dès lors que l'incesteur paie son plaisir sexuel, primo, il n'est plus un violeur, et secondo, l'incesté n'est plus violé. Les travaux de Paola Tabet permettent d'établir qu'il faut voir, dans l'échange économico-sexuel, autre chose qu'une rétribution du service sexuel. Ces travaux portent sur les relations sexuelles entre hommes et femmes dans le cadre des rapports sociaux de sexe et montrent comment la division sexuelle du travail et l'accès différencié des hommes et des femmes aux ressources concourent à l'utilisation par les femmes de la sexualité comme monnaie d'échange, la seule dont elles puissent effectivement disposer. Selon Paola Tabet, en mettant ensemble dans un couple ou dans l'ensemble de la société division sexuelle du travail, échange économico-sexuel, sexualité et reproduction, on a le lien puissant qui constitue la structure de base de la domination des hommes sur les femmes. Dans certaines sociétés, même si l'épouse est très jeune, qu'elle ne choisit pas son mari et qu'elle résiste au sort qu'on lui impose, l'épouse est contrainte par la violence à accepter la sexualité et à s'y adapter. En l'occurrence, dans les situations d'inceste, les partenaires de l'échange sexuel avec les hommes, les fillettes et les petits garçons ne disposent pas non plus de leur sexualité. Et, comme les femmes qui n'ont pas le choix, ils s'y adaptent. Dans un entretien qu'elle donne à Mathieu Trachman, Paola Tabet reprend l'idée selon laquelle la prostitution est une catégorie normative dont la fonction est d'énoncer les règles d'un usage légitime et illégitime du corps des femmes dans différentes sociétés. Il y a des définitions locales de ce que sont ou ne sont pas les putes, mais toujours, voire jamais, de spécification de celles et ceux que les hommes peuvent traiter comme tels. Dans l'échange économico-sexuel qui s'étale sur un continuum de légitimité, de la relation, du mariage à la prostitution, les termes de l'échange font l'objet d'un contrat entre les partenaires. La sexualité quotidienne imposée aux enfants de la famille a ceci de spécifique que le contrat, ses termes et sa temporalité relèvent uniquement de la décision de l'incesteur et qu'ils sont à son entière discrétion.
sauf dans le cas où l'incesteur produit de la pédopornographie à vendre via les réseaux de diffusion en vigueur au moment de l'inceste, et du coup, il y a d'autres partenaires au contrat, mais évidemment pas l'enfant incesté. Sauf aussi, j'allais oublier, quand l'incesteur offre en partage l'enfant à quelques amis, et dans ce cas, les amis sont forcément partie prenante dans le contrat. Personnellement, je n'en suis toujours pas revenue qu'on m'ait emmené loin du salon où se trouvaient les invités. C'était une fête dans un très grand appartement de ma famille près des Champs-Élysées. J'avais 3 ans et quand on est revenu parmi les autres invités, rien n'avait changé, à part moi, qui continue de me demander, toutes ces années après, de quoi procède cette discrétion ravageuse. De ce que Colette Guillaumin appelle le sexage, probablement qu'elle voit comme l'appropriation matérielle des femmes de la personne même, et qui convient aussi pour l'appropriation désubjectivante des enfants de la famille. Évolution récente des sociétés occidentales, qui conçoit la sexualité entre époux ou entre amoureux comme un échange mutuellement consenti, fait passer cette notion de sexage pour un archaïsme. L'étude de l'inceste relativise, en retour, cette sexualité spécifique des amants époux occidentaux d'aujourd'hui. Dans les films, les romans et les différents autres supports de production culturelle, les représentations de la sexualité quotidienne promeuvent la représentation d'une sexualité qui unit les partenaires comme les co-auteurs du rapport sexuel. Dans les relations sexuelles incestueuses, il ne s'agit pas du tout du même genre de sexualité. La situation et les gestes sexuels se rapportent à ceux qui adviennent entre un client et une prostituée lors d'un rapport tarifé. Dans l'inceste, les gestes sont purement sexuels. Il n'y a pas d'embrassade, pas d'accolade, pas de caresse mutuelle, pas de baiser. Il y a uniquement ce que l'incesteur estime qu'il peut prendre lui-même. C'est rapide, ça se termine majoritairement quand l'incesteur a éjaculé, puisque c'est l'objectif de l'affaire. Ensuite, tout le monde se rhabille et hop, on rentre chez soi. Sauf qu'on est déjà chez soi. L'étude de la pratique de l'inceste conduirait donc à envisager le sexage comme l'une des étapes clés pour comprendre les rapports de genre. Mais il faut prendre acte que l'appropriation du corps et de l'esprit et de la parole par quelques hommes démarre bien avant le mariage et s'étend aussi à ceux, enfants, femmes, autres hommes, que l'homme ne baise jamais. Je pense notamment aux proches de l'incesté. Le flegme de l'incesteur et sa généreuse compréhension du trouble causé à l'incesté ont sérieusement battu de l'aile quand j'ai abordé lors des entretiens la question du montant de l'indemnisation réclamée lors du procès par la partie civile. GM, qui jusqu'à ce moment de l'entretien se repentait d'avoir fait du mal à son fils, sa chair, sa bataille, se demande alors si celui-ci ne s'est pas laissé convaincre par son meilleur copain qu'il y aurait du pognon à tirer en accusant son père. BLD, le vieux pépère, très gentil, comme disaient les surveillants, pense que la dénonciation pour viol dont il est victime est un coup monté pour ne pas avoir à lui rembourser l'argent que sa famille lui doit. Et BF, qui déplore l'horrible cupidité des parties civiles et de tous de noter le cinéma, entre guillemets, le mot est venu à la bouche de 8 des 22 incesteurs. Le cinéma des incestés, au moment de leur témoignage public au procès. Et de me faire remarquer le décalage entre les attentes sexuelles, le petit était demandeur, ou encore les réactions des incestés aux gestes sexuels, Vanessa était inondée, et leurs éclats de douleur au procès. Majoritairement, l'incesteur trouve que l'inceste lui coûte cher. En tout cas, plus cher que la juste rétribution que l'incesteur a lui-même fixée au moment des gestes sexuels. Argent de poche, cadeau, considération. André. Ah oui, je lui ai écrit, je lui ai dit, même avant le procès, je lui ai écrit, parce que j'avais lu des bouquins, j'avais lu La violence impensable. Je lui ai écrit en reconnaissant les faits et en m'excusant. Ce livre, c'est drôle parce que ce sont eux qui se sont occupés de ma fille. Moi, je voulais suivre une psy là-bas aussi. Elle m'a dit que ce n'était pas possible parce que c'est là que ma fille était suivie. Mais il se faisait payer des honoraires doubles. Moi, je n'ai pas voulu cautionner cette entourloupe parce qu'il faisait 2 feuilles alors que je n'y allais qu'une seule fois parce que, venant de Rennes à Paris, ça faisait loin. Mais pour Vanessa, c'était quand même 500 francs la séance. J'ai remboursé tous ses frais. Elle n'a pas demandé de dommages et intérêts, mais seulement le remboursement des frais. Fin de l'extrait. Ou encore, dans un autre registre, YH. C'était un procès à huis clos, d'ailleurs.
Donc dans ces témoins-là, il y avait sa mère, ma sœur, puisqu'il a fallu qu'elle s'y mette jusqu'au bout dedans. Donc c'est quelqu'un que j'estime abject, une personne vraiment dénuée de tout sens moral. Elle a été demandée à être payée, par moi donc, du manque de revenus par rapport à son travail. C'est la seule. Elle a été déboutée compte tenu qu'elle est infirmière d'État, fonctionnaire, donc elle est payée. Mais c'est la seule qui l'a demandé, quoi. Fin de l'extrait. Ou, enfin, Dorothée Ducy. Elle en a parlé à sa maman ? MB. Oui, et j'ai versé 45 000 €. Ça fait du bruit, ça fait mal, mais c'est réglé. Je ne dois rien à personne. Je les ai dans la gorge. Dorothée Ducy. Vous trouvez que c'est excessif ? MB. Ah bon Dieu, oui. Bougrement, oui. Je crois quand même, c'est une honte. J'aurais pas eu de sous, comment ils auraient fait ? Il y en a beaucoup qui n'ont pas de sous, comment ils font ? Comment ils font s'ils n'ont pas de salaire ? Fin de l'extrait. La majorité des motifs de demande d'indemnisation au titre de victime sont légitimes et ne sont pas mis en question. Retard de train, accident de voiture pour cause de pièces ou de modèles défectueux, amiante, vol à main armée, coup entraînant une interruption temporaire de travail, intoxication alimentaire due à une bactérie dans un fromage ou une soupe, la légitimité de la demande d'indemnisation n'est pas mise en cause. Les violences domestiques, en tête desquelles les abus sexuels incestueux, sont soumis à un régime à part. Il est de mauvaise aloi de réclamer de l'argent en réparation du préjudice subi par des années d'agression sexuelle. Au-delà de la demande de remboursement des frais de justice, et en cas de demande d'indemnisation, le sens moral de l'incesté est immédiatement mis en cause par l'incesteur, par la famille et, contre toute attente, par l'incesté lui-même, qui n'accueille pas toujours facilement la suggestion de son avocat. La demande d'indemnisation est considérée comme une action vénale et ramène de ce fait immédiatement et immanquablement l'incesté à sa position de pute. C'est d'ailleurs ce que montre Viviana Zelizer à propos de l'impossible rétribution des services domestiques rendus par l'épouse à son mari et au foyer. Tout accord contractuel sur les rapports sexuels précipiterait la femme du côté de la prostitution. Viviana Zelizer, dans son travail sur les transactions économiques dans les relations intimes aux États-Unis, a montré comment la société américaine a rendu totalement incompatible la pensée d'une articulation entre transactions économiques et relations familiales. Cela dit, quel que soit le support de cristallisation du sujet, procès d'inceste, héritage, donation, il faut souligner que la question de l'argent en famille est littéralement un vecteur qui permet aux membres de la famille d'opérer en une discussion un déplacement dans des espaces multidimensionnels d'affect et de temporalité mêlée. La parfaite transition pour aborder la temporalité multimodale de l'inceste.